Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par la formation continue du groupe Igencia Éducation. Je vais attendre encore peut-être une petite minute parce que les gens sont en train de rentrer dans la salle avant de lancer ce webinaire. Nous allons démarrer et les personnes nous rattraperont au fur et à mesure du webinaire. Donc, enchantée, je suis donc Élodie Lombardo, je suis la directrice de la formation continue du groupe Igencia Éducation. Aujourd'hui n'est pas coutume puisque c'est moi qui vais animer ce webinaire. Normalement, nous invitons des speakers et nous avons fait le choix de faire un webinaire un peu différent parce que nous sommes en début d'année et que vous êtes en train de lancer vos plans de développement des compétences, parce que la morosité économique du pays fait que tout le monde est inquiet et il y a encore en attente un certain nombre de réformes et qu'il est quand même important que dans votre métier, en tant que DRH, un centre de formation, responsable du développement RH, vous identifiez les leviers pour réussir quand même vos enjeux. Donc, pour ma part, je suis actuellement directrice de la formation continue. J'ai pendant 20 ans été à des postes de responsable formation d'RH et DRH dans des entreprises plutôt de grande taille. Et j'ai passé 8 ans également en opérateur de compétences, donc avec une bonne connaissance, on va dire, des différents dispositifs de formation et bien sûr des opportunités de financement. Pour démarrer, j'ai voulu vous partager en fait un article qui est sorti dans Culture RH et qui reprend les 7 enjeux RH incontournables en 2025. Et il me semblait intéressant de faire un focus sur ces 7 enjeux puisque quand on regarde précisément ces enjeux-là, on s'aperçoit que finalement, la formation est un levier pour l'ensemble de ces enjeux. Je m'explique. Devenir partenaire stratégique, c'est en effet faire en sorte que la formation soit un levier pour la compétitivité des entreprises en mieux gérant, bien sûr, les compétences, en les développant et également en identifiant les talents et en faisant de la rétention de ces talents. Le deuxième point, bien sûr, c'est les attirer, ces talents-là. Donc, ça veut dire travailler au sourcing et au recrutement. Et on verra que l'on a quand même un certain nombre de leviers en formation, en tout cas dans le scope de l'ensemble des financements de la formation pour travailler sur cet enjeu-là. C'est également gérer les nouvelles formes de travail et on se rend compte que le Covid, si ça a eu des avantages sur un certain nombre de développements, en tout cas en formation, puisque le digital a du coup bien pris sa place au sein des différentes modalités pédagogiques de la formation professionnelle, il y a quand même également une complexité pour le management à gérer ces nouvelles formes de travail. Accélérer la transformation digitale des processus RH. Alors, bien sûr, les RH sont concernés en premier lieu, puisque c'est eux aussi qui doivent s'équiper et se digitaliser. Mais finalement, c'est toute l'entreprise qui a cette spécificité de digitalisation. Incarner les engagements RSE de l'entreprise, ça veut dire travailler aussi en lien avec l'ensemble des équipes RH sur tout ce qui va être lié au social. Et on se rend compte que la diversité, aller chercher des nouveaux profils de collaborateurs font partie également des engagements RSE. Former, accompagner les managers et les futurs managers. Et enfin, améliorer le bien-être et la santé des collaborateurs. C'est un enjeu qui est de plus en plus prégnant. Si vous êtes curieux du sujet, on a fait un webinaire récemment sur la santé mentale en entreprise et l'impact que ça avait bien sûr sur la performance de l'entreprise. Et à ce titre, du coup, vous avez la possibilité de le revisionner. Donc, enjeu, défi majeur en 2025, engager et fidéliser les collaborateurs autour de la culture d'entreprise et de ses valeurs. Nous sommes extrêmement sollicités au sein du groupe Igencia sur ces sujets-là. Le groupe Igencia, en fait, chaque année, sur la partie formation continue,
On forme environ 4500 collaborateurs ou demandeurs d'emploi, donc salariés ou demandeurs d'emploi, et pour un peu plus de 50 entreprises partenaires qui nous sollicitent de manière régulière. Vous avez dû répondre à un petit quiz, alors je regarde juste si voilà, il est en cours. J'aurais aimé pouvoir voir vos votes. Alors, partagez les résultats. Hop. Le plus gros enjeu, a priori, on est sur fidéliser les talents, incarner les engagements RSE et ensuite améliorer la santé et le bien-être des collaborateurs. Alors, ça va me permettre de pouvoir poursuivre sur ce webinaire et de pouvoir justement identifier les leviers que vous avez d'un point de vue financier sur ces dimensions-là. La première partie sur laquelle je voulais insister, c'était la manière dont on fonctionne le recueil des besoins en entreprise. Alors, il peut être collectif ou individuel. Collectif dans le sens où on va s'adresser au management pour avoir une vision un peu plus stratégique des besoins, et individuel à travers les outils un peu obligatoires maintenant qui sont en entreprise, c'est-à-dire l'entretien individuel, on va dire, ou l'entretien annuel, et bien sûr l'entretien professionnel. Il peut bien sûr, ce recueil des besoins, se coller aux enjeux de l'entreprise ou être plutôt focus sur les projets professionnels des individus. Il est imposé si vous avez un catalogue récurrent que vous présentez aux collaborateurs ou co-construit si vous vous adaptez aux enjeux de l'entreprise. Et surtout, il faut se rappeler quand même un des fondamentaux autour de la formation professionnelle, c'est que l'employeur a un devoir de mise à niveau des compétences pour réussir dans le poste, que chaque collaborateur réussisse dans son poste, et également cette nouvelle obligation qui date maintenant de presque 10 ans sur l'entretien professionnel, sur le fait d'avoir tous les 6 ans à minima une formation pour développer ses compétences. Tout ça fait que finalement, la formation a une nécessité au sein de l'entreprise, et le recueil des besoins est fondamental pour bien proposer une offre de formation, des projets de formation, des projets de parcours de formation qui accompagnent ces enjeux de l'entreprise. Il se trouve qu'on a un contexte économique qui est extrêmement tendu, et la nécessité quand même de coller à sa culture d'entreprise quand on travaille sur son recueil des besoins. Si vous êtes dans une entreprise où vous sollicitez régulièrement les collaborateurs, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que les solliciter sur leurs besoins. En revanche, du moment où on sollicite sur les besoins, ça veut dire qu'il faut aussi leur donner un suivi et un retour à ces collaborateurs-là. La difficulté que vous allez avoir et qui perdure depuis quelques années, c'est des injonctions que j'appelle contradictoires. C'est-à-dire que dans un sens, la loi vous oblige à développer les compétences de vos collaborateurs, de l'entreprise pour une meilleure performance économique, également pour se différencier par rapport à la concurrence. Et d'un autre côté, vous avez des investissements formation qui, entre guillemets, s'appauvrissent, avec une nécessité quand même de mesurer cet investissement formation, c'est ce fameux ROI, mais vous avez clairement, en effet, de moins en moins d'opportunités par rapport au financement obligatoire, la fameuse CUFPA, puisqu'on verra tout à l'heure comment est redispatché l'ensemble des fonds qui sont collectés auprès des entreprises, et on se rend compte que les opportunités pour avoir des leviers de financement sont de plus en plus restreints. Donc, on se retrouve avec une espèce de frénésie de développement des compétences parce que c'est une nécessité et voilà, c'est une évidence pour des gens qui travaillent dans la RH de développer les compétences des collaborateurs. En revanche, les moyens sont de plus en plus limités et donc on demande presque que vous soyez des magiciens. Il faut également savoir capitaliser et bien sûr assurer le suivi des entretiens annuels et des entretiens professionnels, c'est ce que je vous disais, parce que si tout ce qui est demandé dans ces entretiens n'est pas suivi de fait, ou en tout cas de communication, le risque c'est que vous vous retrouviez du coup avec des personnes qui jouent de moins en moins le jeu et qui ne répondent pas à vos sollicitations quand vous allez aller les rencontrer pour avoir ce recueil des besoins, en tout cas auprès du management. Dernier point sur le recueil des besoins. Pour moi, il est fondamental qu'il y ait un cadrage en amont sur la politique de formation. Ça veut dire clairement que les priorités stratégiques qui sont partagées normalement avec le CSE, il doit l'être également, bien sûr, avec l'ensemble du management, parce que ces priorités,
elles permettent aussi d'expliquer un certain arbitrage et des choix que va devoir faire le management. Et c'est pour ça que le deuxième point, c'est d'impliquer ce fameux management sur ses décisions. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas arbitraires du côté de la RH, mais les décisions, elles sont partagées avec le management parce que c'est eux qui devront les porter auprès des collaborateurs. Et également, leur partager ces enjeux d'investissement. Il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que, à un moment, on dit pas oui à tout le monde, hein, et c'est pas, bien sûr, l'école des fans sur la partie formation, et en tout cas sur les réponses positives aux formations. Il faut bien sûr privilégier plutôt les actions collectives aux individuels, et pour cause, parce que vous faites des économies d'échelle, et que quand on a un budget qui se limite, eh bien, il vaut mieux investir sur du collectif. Et il faut également mesurer ce retour sur investissement, parce que ça, pour moi, c'est un argument phare, même clé, pour après discuter avec le directeur financier lorsque vous allez devoir aller négocier ces fameux budgets. L'idéal, c'est d'avoir une combinaison de formats pour le recueil des besoins, avec bien sûr le collectif en travaillant en amont avec le management pour avoir une offre qui soit la plus proche, en tout cas qui réponde complètement aux enjeux de l'entreprise. Et ensuite, bien sûr, une approche individuelle, puisque on va quand même s'assurer que les salariés ont régulièrement accès à la formation professionnelle, en tout cas au développement de leurs compétences. Un lien qui me semble aussi indispensable, c'est le lien avec la politique recrutement-carrière. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'un des leviers de financement, en tout cas, que vous devez à tout prix activer, c'est l'alternance. Et l'alternance sert quand même les besoins en recrutement de l'entreprise pour aller chercher des nouveaux talents, pour éventuellement sourcer différemment des profils que l'on a du mal à recruter. Et on verra que cette politique d'alternance, elle peut servir également les carrières, et donc toute la politique carrière sur l'accompagnement des collaborateurs qui sont en mobilité. Pour finir, il est indispensable que la communication soit claire et transparente autour de la manière dont on recueille les besoins de formation et pourquoi les gens partent en formation ou pas. Cette clarté, cette transparence vous aidera bien sûr à mobiliser les personnes qui sont concernées, mais même celles qui ne sont pas concernées, parce qu'elles vont comprendre pourquoi elles n'ont pas accès à la formation, et ça permettra de les impliquer dans la durée et de les fidéliser, et qu'elles se disent qu'un jour, bien sûr, on pourra répondre à leurs besoins en fonction de ses priorités et des enjeux de l'entreprise. Il y a un petit sondage qui était en cours sur les dernières années, comment s'est comporté votre budget formation. Alors, j'ai l'impression que les personnes n'arrivent pas à accéder au sondage ou n'y vont pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de répondants. Vous avez une fenêtre à droite qui doit normalement s'ouvre, je pense, et qui vous permet également de répondre au sondage quand on les lance. Donc, je vous dirai également à quel moment on lance les sondages, peut-être pour que vous soyez vigilants à ça. Je ne sais pas si, Mathieu, tu peux le réouvrir une fois que c'est fermé, je pense que non. Mais l'idée, c'était de comprendre aussi comment se comportaient vos budgets de formation. Alors, justement, quand on parle budget, mon propos, ça va être de vous aider à optimiser ce budget-là. Pour moi, il y a plusieurs budgets. Vous avez un budget légal, parce que de toute façon, c'est un incontournable. En France, le législateur a décidé que les entreprises n'étaient pas suffisamment autonomes pour décider de comment investir dans les compétences. Je plaisante en disant ça, mais parce que les pays européens ne fonctionnent pas du tout comme nous. En revanche, cette force-là, c'est que ça nous permet aussi quand même de pouvoir plus discuter avec nos directeurs financiers sur la nécessité d'investir en formation. Donc, le budget légal, c'est cette fameuse contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, la CUFPA. C'est éventuellement du conventionnel si votre branche professionnelle vous oblige à faire du conventionnel. Et ce sont, pourquoi pas, des accords d'entreprise que vous pourriez avoir mis en place qui pourraient être plus intéressants, on va dire, que voilà, le légal. Du coup, ça, c'est ce que j'appelle, moi, le budget légal. C'est l'obligation, c'est l'incontournable. Aucun DAF, aucun directeur financier, aucun directeur général pourra vous dire que ce budget n'est pas disponible puisqu'il est, du coup, automatiquement mis sur l'ensemble des salaires des collaborateurs et, de fait, régulièrement versé à l'URSSAF. Donc, de toute façon, ça, c'est un incontournable. Ce budget, il est présent, il existe.
Ensuite, vous avez ce que j'appelle le budget déclaré, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en avant, y compris pour la marque employeur de l'entreprise, pour dire finalement, mon entreprise, elle n'investit pas 1,68% de sa masse salariale, qui est le minimum de la CUFPA, dans la formation professionnelle, mais elle investit beaucoup plus, puisque vous allez investir, bien sûr, tout ce qui est en lien avec la pédagogie, mais aussi la rémunération des salariés, l'investissement éventuellement digital que vous pouvez faire avec des LMS ou des achats de licences, les frais annexes lorsque les collaborateurs se déplacent pour leur hébergement, enfin, tout ce qui, à un moment, va contribuer à la mise en place du plan de développement des compétences. Et tout ça, c'est quelque chose qui est valorisable et qui permet à des entreprises d'afficher des 5, 6, 7% d'investissement dans la masse salariale, parce que c'est une réalité. Tout cet investissement contribue au développement des compétences des collaborateurs. Enfin, il y a ce que j'appelle le budget négocié. Alors, ce budget négocié et adapté, bien sûr, l'idée, c'est que vous alliez le défendre auprès de votre direction financière, de votre direction générale, parce qu'il correspond à un recueil des besoins qui se colle à des priorités de l'entreprise et à ses enjeux. Donc, si on veut que les enjeux soient accompagnés, il faut que le budget réponde à ces enjeux-là. Pour moi, il doit intégrer la stratégie alternance parce que c'est un véritable levier pour vous de financement et il faut qu'il y ait cette vision aussi de la direction générale que lorsque tous les mois, il y a une certaine somme qui est mise dans la CUFPA sur les salaires des collaborateurs, vous avez la capacité à pouvoir récupérer, entre guillemets, cet argent qui a été versé donc à l'URSSAF. Enfin, il est important de capitaliser aussi sur vos experts internes, à plusieurs titres. Déjà parce qu'il y a peut-être des compétences rares dans votre structure et que c'est une manière, on va dire, de bien sûr les conserver en interne et de pouvoir justement capitaliser sur ces experts, ces compétences et les transmettre aux générations futures. Donc ça, c'est un premier point qui est indispensable. Ensuite, parce que les expertises que vous pouvez avoir en interne, même si ce n'est pas sur des compétences rares, elles sont potentiellement transmissibles. Et ça vous permet aussi, finalement, de limiter votre investissement formation, puisque ce sont des collaborateurs qui vont pouvoir animer, qui vont pouvoir porter un certain nombre de compétences auprès des autres, que ce soit autour des process, autour des outils. En général, c'est plutôt là-dessus qu'il faut miser. Et ces expertises-là, finalement, vous pouvez en effet les valoriser dans ce fameux budget déclaré. Voire, parfois, également, les voir financer, ces temps de formation, à travers les dispositifs légaux de formation. Donc, ça aussi, c'est une stratégie qu'il faut mener dans l'entreprise. C'est cette détection de ces potentiels, de ces experts internes que vous allez pouvoir capitaliser, mais aussi valoriser en interne. Et c'est une manière de mettre en avant un certain nombre de collaborateurs par rapport à ces expertises. Alors, si je fais un zoom sur la fameuse CUFPA, contribution unique de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Au final, chaque année, vous allez verser à l'URSSAF 1% de la masse salariale des CDD au titre du CPF, 0,55% de la masse salariale pour les CDI, CDD si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés. Et si vous êtes une entreprise de plus de 11 salariés, toujours sur cette masse salariale CDI, CDD, 1%. À ça s'ajoute l'apprentissage. L'apprentissage, donc, c'est 0,68%. Alors, bon, bien sûr, hors Alsace-Lorraine, mais globalement, c'est 0,68%. Donc, 87% de ces 0,68%, c'est-à-dire 0,59% si je ne me trompe pas, qui sont versés à travers donc cette CUFPA. Le reste est à votre main et peut être redistribué aux établissements éligibles. Vous avez bien sûr une pénalité supplémentaire si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés et si vous n'atteignez pas le fameux seuil de 5% d'alternants. Donc, c'est quand même une somme non négligeable qui est automatiquement collectée et versée à l'URSSAF. Alors, je sais, ce schéma, je l'ai pris, je suis allée le chercher chez Centre Info, qui a toujours des informations vraiment de qualité sur la formation professionnelle. J'espère que c'est assez lisible parce que c'est tout petit, mais je vais vous faire vous dicter le détail. Une fois que l'URSSAF a collecté ces sommes, en fait,
il va les redistribuer à différentes institutions qui vont être en charge de dispositifs de formation. Fin d'année donc 2024 a été actée cette redistribution. Donc les 11 milliards 95 millions d'euros collectés par l'URSSAF sont distribués à travers France Compétences, en premier lieu sur le fameux plan d'investissement des compétences qui est la dotation pour les demandeurs d'emploi. Donc là, il y a une somme cette année qui est de 800 millions d'euros qui, de fait, est partie en priorité sur ce fameux PIC, plan d'investissement dans les compétences. Et ensuite, sur tout ce qui reste, sur le solde, donc les 10 milliards 236 millions, c'est ensuite réparti sur les autres dispositifs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est où est-ce que cet argent va pour que vous aussi, vous réfléchissiez à quelle stratégie mettre en œuvre pour aller travailler sur des financements sur ces dispositifs-là. La première manne financière, c'est l'alternance. L'alternance, ça pèse pour 74% de ces fameux 10 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 7,6 milliards d'euros qui sont versés à l'alternance. Une partie aux régions qui doivent investir dans les CFA, une partie au CNFPT qui est l'OPCO de la fonction publique, et le reste, du coup, aux 11 OPCO qui vont, du coup, financer les différents dispositifs d'alternance. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, 1,5 milliard par OCPF. Je vais vous donner dans l'ordre croissant, enfin décroissant plutôt, 55 millions sur les plans TPE-PME, donc c'est toutes les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui veut dire que c'est majoritairement le tissu économique français, mais clairement ce ne sont pas eux qui investissent le plus dans les compétences, malheureusement, parce qu'ils ont rarement des équipes RH qui peuvent arriver à gérer tout ça, donc c'est pas toujours évident. Enfin, ils ont un RH qui est tellement multicasquette que la formation fait partie de toutes ces obligations, mais pas que. Ensuite, vous avez 435 millions qui partent aux transitions professionnelles. Et enfin, 1,7 milliard, 110 millions, 1,7% au CEP. Cette année, ceux qui ont une augmentation de leur budget, c'est le CEP. Donc, le Conseil en évolution professionnelle. Si on fait du coup un zoom sur ce que vous... alors, juste à ça, bien sûr, s'ajoutent les versements conventionnels et les versements volontaires. Tout ça, ça peut être géré par vos OPCO. Et c'est justement un des quiz que j'ai demandé en termes de sondage. C'est savoir, alors je ne sais pas si du coup vous y accédez un peu mieux au sondage. On va ouvrir le quiz sur... Ah ben il est ouvert déjà, merci Mathieu. Sur le travail régulier avec l'OPCO. Voilà, donc ça, je pense que si vous êtes pas en lien avec votre OPCO, clairement, si vous avez un souhait 2025 à faire, il faut vraiment que vous mettiez en relation avec eux. Parce que, alors, j'en viens, mais clairement, plus vous êtes en proximité avec l'OPCO, plus vous avez des opportunités de pouvoir développer, bien sûr, des opportunités de financement. Donc, si on revient en détail sur la manière dont l'URSSAF et France Compétences va après redistribuer sur les différentes institutions les fonds. Qu'est-ce qui est à la main des entreprises? Vous avez l'alternance, le plan de moins de 50. Donc, dès que vous êtes au-dessus de 51 personnes, vous oubliez cet argent-là. Et le fameux PIC, c'est-à-dire tout ce qui est versé aux demandeurs d'emploi. Ça, c'est des stratégies que l'entreprise peut mettre en œuvre et développer pour aller chercher des financements. Ensuite, vous avez ce qui est à la main des salariés. À la main des salariés, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent mobiliser ce dispositif et vous pouvez abonder, valider, soutenir ce dispositif. Ça va être bien sûr le CPF. Ça va être le Conseil en évolution professionnelle et ça va être tout ce qui est lié aux transitions professionnelles. Sur ces trois dispositifs-là, quand je dis c'est à la main des salariés, c'est eux qui peuvent les mobiliser. En revanche, selon le projet professionnel, le projet de formation, le projet de développement des compétences, vous avez la possibilité d'abonder, de valider que ce soit sur le temps de travail. En tout cas, il y a une stratégie à mettre en œuvre pour que le salarié puisse utiliser, bien sûr, ces dispositifs et derrière, il y a un soutien de l'entreprise.
Petit zoom quand même sur l'entretien professionnel et l'état des lieux sur tous les 6 ans. On ouvre un nouveau quiz là-dessus sur la manière dont vous organisez les entretiens professionnels. Je vous rappelle que dans ces entretiens professionnels, vous avez une obligation de parler de la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, par expérience, du conseil en évolution professionnelle, de l'activation du CPF, c'est-à-dire que normalement, tout le monde doit maintenant avoir son compte CPF, mais c'est important aussi de l'activer. Et enfin, vous pouvez éventuellement parler des abondements, en tout cas de la stratégie qu'a l'entreprise autour des abondements sur le CPF. Ça, donc, c'est ce qui doit être traité tous les 2 ans. Et à ça, bien sûr, il y a ce bilan tous les 6 ans où vous allez devoir vérifier que dès que vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés, votre collaborateur a bien eu une formation dans les 6 ans et tous ces entretiens pro, c'est-à-dire 3 du coup en 6 ans, tous les 2 ans. Sinon, vous pourriez être bien sûr redevable de ces 3 000 € qui compléteront le CPF du collaborateur. Donc ça, faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que on a ouvert un sondage pour que vous nous disiez également comment se pratique l'entretien professionnel dans votre structure. Ok, donc majoritairement, c'est les N+1, ce qui veut dire que les N+1 doivent savoir parler de ces dispositifs-là. Et c'est ça la difficulté, c'est que clairement, un manager, c'est pas un collaborateur d'une équipe RH. Et savoir parler du conseil en évolution professionnelle versus le bilan de compétences, savoir expliquer en quoi consiste la validation des acquis de l'expérience. Bon, le CPF, normalement, ils sont concernés, ils ont ouvert leur compte, donc ça, ils peuvent un peu en parler. Mais ce n'est pas toujours simple. Donc, si vous n'avez pas régulièrement une petite mise à jour auprès de vos managers sur ce qu'il y a dans l'entretien pro, je vous invite à le faire. Ça peut être aussi un webinaire, ça peut être un format de captation vidéo pour bien leur rappeler les principes de base, mais c'est une nécessité de pouvoir parler de tous ces éléments. Alors, je poursuis. Les fameux dispositifs à mobiliser. Donc, en résumé, on a vu que sur tous les fonds obligatoires que vous versez, vous allez devoir réfléchir comment votre stratégie formation va pouvoir aller récupérer un certain nombre d'éléments, parce que je vous rappelle que sur ces fonds-là, on est sur de la mutualisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas être au sous le sou. Quand je dis ça, c'est que, bien sûr, vous avez versé un certain montant, mais en revanche, du moment où vous mobilisez le dispositif de l'alternance, par exemple, vous allez être financé et on ne va pas vous financer à hauteur de ce que vous avez versé. Et c'est ça qui est intéressant sur ce dispositif-là, c'est que du coup, les entreprises qui ont développé des stratégies déjà autour de l'alternance sont celles finalement qui ont le meilleur retour sur investissement de leurs fonds versés. Alors, l'alternance. L'alternance, 3 dispositifs, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, PROA. Contrat d'apprentissage qui est rentré au sein de la formation professionnelle, même si on est sur un dispositif de formation initiale. Il se trouve qu'il y a eu un extrêmement gros boom, on va dire, alors depuis 2019, parce que l'État a accompagné les contrats d'apprentissage avec des aides supplémentaires pour aider les employeurs à aller sur ces dispositifs-là. Donc, si on regarde précisément, le contrat de professionnalisation, lui, il a une finalité qui est une certification au registre national des certifications professionnelles, au fameux RNCP, ou à visée d'un CQP, certificat de qualification professionnelle. Donc ça, ce sont des titres qui sont attachés à la branche professionnelle, ou une reconnaissance convention collective. Et on s'adresse à des publics qui sont des demandeurs d'emploi, donc dès qu'on est sur des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, ou bien sur des jeunes, ça c'est possible, mais en tout cas, à la base, on était sur de la réinsertion ou en tout cas sur un public spécifique. Je dis bien au départ, parce qu'on s'est rendu compte qu'à terme, maintenant, les entreprises utilisent ou le contrat pro ou le contrat d'apprentissage, puisque lorsqu'on est à viser d'un titre RNCP, finalement, les 2 dispositifs peuvent être mobilisés. Pour rappel, quand même, le contrat pro, normalement, il était plus court qu'un contrat d'apprentissage, puisqu'en général, on est plutôt sur des formats de 6 à 12 mois. Il peut être plus long si le titre le réclame, c'est-à-dire que vous faites un BTS, automatiquement, on va être sur 2 ans. Mais à la base, on était sur des formats un peu plus courts, puisqu'il y avait une nécessité d'avoir une insertion immédiate dans l'entreprise.
En revanche, le contrat d'apprentissage, lui, il peut aller jusqu'à 36 mois en fonction de la durée, bien sûr, du titre qui est préparé. Et à l'origine, on est sur un jeune qui poursuit sa scolarité et qu'on va former à un métier. Voilà. Donc, il est exclusivement sur des titres RNCP, alors que le contrat pro est beaucoup plus souple. Et également, la durée de formation à l'intérieur du temps de travail, puisqu'on a sur les deux dispositifs, on a des personnes qui sont en emploi. Sur le contrat de professionnalisation, on est entre 15 et 25% du temps de travail, alors que pour le contrat d'apprentissage, on est à un minima 25% du temps de travail. Donc tout ça, ça fait les petites différences sur ces deux dispositifs. Il y a pour ces deux dispositifs une aide, une contribution unique, alors qui est un peu plus supérieure, on va dire, qui a été supérieure pour le contrat d'apprentissage, qui est de 2 000 €, maintenant potentiellement qui va redescendre à 2 000 €. Il y a quand même la nécessité de se rapprocher de sa branche professionnelle parce que les branches professionnelles sont souveraines pour prendre des décisions. Quand je dis ça, c'est qu'elles vont décider du financement des contrats de professionnalisation à travers du coup les sections paritaires, hein, et elles vont également être sollicitées régulièrement par France Compétences pour évaluer le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. Et donc, au-delà de se rapprocher de son OPCO, il est aussi important, si vous avez la possibilité, d'être en lien avec vos représentants de ces sections paritaires, puisque c'est ces sections-là qui sont sollicitées, ou la section paritaire ou la CPNE, en fonction des sujets, pour prendre des décisions de financement de la formation. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'être en lien avec vos représentants employeurs. Enfin, le paiement au contrat, ça c'est vraiment la grande révolution du contrat d'apprentissage. Alors que le contrat de professionnalisation, vous avez un financement à l'heure. Le contrat d'apprentissage, vous avez un coût contrat qui couvre le contrat sur une base de 12 mois. Voilà. Donc, si vous êtes à 8 mois, vous faites un prorata temporis. Si vous êtes à 15 mois, c'est 12 mois. Et après, il y aura encore une somme supplémentaire sur la deuxième année. Une opportunité qui a été donnée aux entreprises. Alors, je dis que c'est une lorsqu'on décide de se lancer dans un CFA d'entreprise. C'est une vraie opportunité lorsque vous avez une grosse volumétrie d'apprentis dans votre structure et idéalement d'apprentis sur des mêmes métiers. Donc, c'est plutôt les entreprises de taille assez importante qui se sont lancées dans des CFA. C'est une vraie facilité qui a été donnée par le législateur, puisqu'il suffit voilà, d'être organisme de formation, de faire dans ces statuts d'organisme de formation, de dire que vous allez faire de l'apprentissage et après d'aller se faire enregistrer pour avoir un numéro d'agrément auprès de l'Éducation nationale. Mais vraiment, comme il est facile de se créer en tant qu'organisme de formation, il est aussi facile de se créer en CFA. En revanche, pour les deux, ce qui est plus compliqué, c'est de le rester. Quand on veut devenir organisme de formation, ben, il faut prouver qu'on a une activité formation régulière et faire ses déclarations sur son bilan pédagogique et son bilan financier. Quand on est un CFA, il faut aussi avoir une équipe dédiée avec des personnes qui vont gérer la mobilité internationale, en tout cas qui sont identifiées pour ça, et avec des personnes qui vont également faire en sorte de accompagner, on va dire, les personnes en situation de handicap. Donc, pour tout, voilà. C'est ce qui est compliqué, c'est de rester. Et puis, on a remis une couche supplémentaire, c'est le fameux Calliope. Donc, comme ça, voilà. Donc, il faut aussi montrer que vous êtes digne d'être un organisme de formation, même si c'est un organisme de formation d'entreprise, ou un CFA, puisque vous devez répondre à un certain nombre de critères à travers Calliope. Je vais juste insister sur l'apprentissage parce que ce fameux Big Bang, quand même, il a permis aussi de réfléchir à l'utilisation de l'apprentissage autrement que ce que l'on faisait de manière assez classique, c'est-à-dire aller chercher un jeune, le prendre en apprentissage par rapport à un besoin de la structure. Pourquoi ça a été un petit peu modifié? Parce que on a la possibilité de créer des classes dédiées en apprentissage. En tout cas, au sein du groupe Ligencia, on le fait régulièrement lorsque des entreprises nous sollicitent pour pouvoir accompagner leurs besoins en effectif. Et il y a également une nouveauté qui est, moi je trouve, pas assez développée dans les entreprises, qui est le fameux CDI apprentissage.
Le législateur a voulu soutenir, je vous ai dit, l'effort sur l'apprentissage, puisque il y a une aide de 6 000 € qui a été ces dernières années distribuée. Alors, ça a été 9 000, 8 000, 8 ou 9 000, puis ensuite, c'est passé à 6 000. A priori, et sous réserve que le décret soit signé d'ici la fin du mois, mais c'est ce qui est quand même a été dit par la ministre, donc je pense qu'elle ne s'est pas aventurée dans une déclaration sans être sûre que le décret était finalisé. Il y aurait donc une poursuite de cette aide pour les apprentis, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc à 2 000 € pour les entreprises de plus de 250 salariés et en dessous à 5 000 € pour celles d'en dessous. C'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, c'est pas ce qui doit conditionner la mise en place de l'apprentissage, parce que comme vous l'avez vu, les entreprises, toutes les entreprises contribuent à l'apprentissage, et donc logiquement, elles doivent pouvoir aller profiter de cet avantage pour accueillir dans leur entreprise, bien sûr, des jeunes en apprentissage et en faire les futurs salariés de leur structure. Alors, la ProA, pour moi, c'est une vraie difficulté à mettre en œuvre dans les entreprises. Je l'ai vu quand j'étais en entreprise, je l'ai vu quand j'étais en OPCO. La difficulté, c'est que c'est restreint par rapport à un accord de branche sur un certain nombre de titres. C'est restreint par rapport aux bénéficiaires, puisqu'il faut qu'il n'ait pas plus d'un bac plus 2 pour pouvoir avoir accès à la ProA. Or, dès que vous avez des personnes que vous pouvez en tout cas accompagner dans leur mobilité sur différents postes, potentiellement, ils peuvent vouloir refaire une formation, même s'ils sont plus diplômés qu'un bac plus 2 pour pouvoir réussir dans cette mobilité. Donc, tout ça fait que peu d'entreprises arrivent à mobiliser la ProA. Donc, c'est vraiment dommage parce que du coup, on va voir que l'opportunité pour accompagner la mobilité, finalement, ça va être le CDI apprentissage plutôt que la ProA. Alors, j'insiste sur l'alternance en disant que c'est un incontournable, mais vraiment, rappelez-vous et dites-le bien à votre comité de direction et vraiment à votre DAF, il y a une manne financière extrêmement importante par rapport à ce que vous avez versé dans votre CUFPA qui part sur l'alternance, et il faut vraiment que vous développiez une politique d'intégration des jeunes à travers cette alternance. C'est bien sûr avoir des accords avec des écoles pour les besoins en alternance, c'est former ces tuteurs et ces maîtres d'apprentissage. Lorsque je vous ai montré le schéma de la répartition de la manne financière de l'alternance au niveau des OPCO, les OPCO, avec cet argent-là, vont vous financer les formations tuteurs et maîtres d'apprentissage. Alors, certes, à 15 € de l'heure, mais des organismes font ces formations à ce montant-là. Et nous, par exemple, nous proposons une offre à 15 € de l'heure qui permet que l'ensemble des tuteurs et des maîtres d'apprentissage de nos alternants soient accompagnés et bénéficient de cette formation. Indispensable pour bien les accompagner, indispensable pour lutter contre le taux de rupture et un vrai levier aussi pour détecter des futurs managers si ce ne sont pas des managers. En tout cas, en interne, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir une stratégie autour des tuteurs et des maîtres d'apprentissage comme un premier pas vers le management, puisqu'on est dans de la transmission et la transmission fait partie des missions du manager. Ensuite, cette politique d'intégration des jeunes, on va pouvoir également créer ce que je vous disais, des classes dédiées. Diplômante ou qualifiante, diplômante, ça va être l'apprentissage majoritairement parce que le financement est meilleur. Qualifiant, parce que vous pouvez avoir besoin juste d'accompagner des nouveaux collaborateurs sur une compétence bien spécifique et monter la formation avec un organisme de formation sur mesure par rapport à votre besoin avec cette fameuse reconnaissance convention collective. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce dispositif-là. C'est vraiment un levier très pertinent lorsque on a un certain nombre de collaborateurs à aller recruter. Alors, vraiment, très clairement, hein, il faut idéalement une classe de 15. Ça, c'est là où vous avez votre seuil de rentabilité. Ça veut dire que les financements OPCO vont couvrir l'intégralité de cette classe-là et ça va vous permettre, bien sûr, d'avoir un financement à 100%, voire même si vous formez vous-même à l'intérieur de ce parcours de formation, si vous avez vos propres formateurs qui interviennent, potentiellement, ils peuvent aussi avoir, vous pouvez avoir une rétribution du temps passé de vos formateurs internes. Donc ça, c'est vraiment un levier très intéressant, la classe dédiée sur mesure. Et deuxième aussi élément important à garder en tête,
Un recrutement en France, on dit qu'à peu près, c'est entre 5 et 12 000 euros si vous faites appel à des cabinets de chasse ou pas. Voilà, c'est le coût moyen de recrutement. Quand vous mettez en place comme ça une classe dédiée avec un organisme de formation, le sourcing va vraiment coûter bien moins cher que ça. Et en plus, derrière, vous allez avoir un financement de la formation et du coup des personnes qui vont être opérationnelles immédiatement au sein de votre structure. Enfin, le dernier sujet, c'est qu'est-ce que vous faites pour les mobilités avec l'alternance? Est-ce que c'est de la proa ou du CDI apprentissage? En tout cas, la mobilité se doit être accompagnée. Elle se doit être accompagnée pour que les personnes réussissent dans leur mobilité. Il n'y a rien de pire que d'avoir des collaborateurs qui échouent dans leur mobilité et qui sont obligés de revenir sur leur poste de travail. Donc, c'est important. C'est également une manière de communiquer sur la rétention des talents, de travailler sur des parcours dédiés. On le verra dans le cadre du plan de développement des compétences. N'oubliez pas la VAE, c'est également un dispositif qui peut être intéressant, mais on verra, ce n'est pas dans le cadre de l'alternance, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi je voulais faire un zoom sur le CDI apprentissage? Parce que peu d'entreprises savent qu'elles peuvent aller chercher de l'apprentissage pour leur CDI. On est sur le même dispositif que l'apprentissage classique pour un jeune, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un titre RNCP, c'est une durée entre 6 et 36 mois, c'est 25% du temps de la formation sur le temps de travail, voilà. Toutes les conditions sont les mêmes. En revanche, le CDI apprentissage, ça veut dire qu'il faut être CDI, donc salarié dans votre structure, qui a validé sa période d'essai. Il faut avoir bien sûr moins de 30 ans, hein, c'est la même chose, sauf si le salarié a un statut RQTH ou est sportif de haut niveau, ça limite quand même un petit peu, ou a un projet de création d'entreprise. Ça, c'est extrêmement intéressant, surtout lorsqu'on est sur des niveaux 7. Et l'avantage, c'est que le collaborateur reste salarié. En fait, il y a une suspension de son contrat de travail. Il va donc poursuivre dans son poste avec cette formation qui va lui être délivrée. Sa rémunération peut être boostée en fonction de son niveau de rémunération parce qu'il peut y avoir des allègements de charges dont il bénéficie. C'est également le cas pour vous en tant qu'employeur. Et bien sûr, son employabilité est renforcée. Il retrouve à la fin de la formation, l'avenant est levé, donc il repart sur son poste classique. Hein. Il a une carte étudiant, donc il a des bénéfices extérieurs sur des réductions. Et puis, il a une aide aussi au premier équipement, comme pour l'alternant, l'apprenti classique. Et puis, vous, bien sûr, vous avez également, en plus, donc les allègements de charges, une manière de retenir vos collaborateurs pendant le temps de leur formation et un financement sur les niveaux de prise en charge de l'apprentissage, ce qui est extrêmement intéressant. Je vais vous donner un exemple. Un grand groupe de clubs de vacances avait besoin de travailler à la montée en compétence des adjoints de ces clubs de vacances. Donc, ils voulaient les faire passer, donc patron de club de vacances, bien sûr, à terme. Et il se trouve qu'il y a un titre qui est niveau 7, non, niveau 6, qui est le responsable d'établissement touristique. Et avec ce titre-là, vous êtes en capacité derrière d'avoir votre propre établissement touristique. Donc, en effet, vous pouvez avoir une déclaration sur l'honneur comme quoi vous avez comme projet de monter votre propre entreprise à l'issue et ça vous permet de dépasser les fameux 30 ans. Donc, dès qu'on est sur des niveaux de diplôme où il peut y avoir une autonomie après dans la création d'entreprise, plutôt des niveaux 7 en général, vous avez la possibilité de bénéficier justement de cette exception et dépasser l'âge des 30 ans. Alors, la préparation opérationnelle à l'emploi, vous savez, c'est le fameux PIC, c'est les 800 millions qui sont versés à Pôle emploi. De la même manière, peu d'entreprises ont le réflexe d'utiliser ce dispositif-là. En fait, il peut prendre 3 formes. Il y a la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, donc c'est la fameuse POI. Et là, vous avez, avec France Travail, il faut que je fasse attention, c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail, identifier un futur collaborateur. Il a besoin de compétences complémentaires pour tenir son poste. France Travail va, avec vous, identifier le plan de formation nécessaire pour ce collaborateur, ce futur collaborateur. Pendant son temps de formation, le collaborateur continue à être indemnisé par France Travail, donc il a son statut de demandeur d'emploi. La formation est également financée à travers un forfait par France Travail. Et à l'issue de la formation, par contre, vous vous engagez à l'embaucher, mais vous avez un collaborateur finalement qui a toutes les compétences requises pour le poste. Et toute cette formation est sortie
de votre investissement de formation, de votre plan de formation, de développement des compétences. En revanche, c'est une manière de récupérer les fonds qui ont été versés à travers le PIC et votre CUFPA. Vous avez la préparation opérationnelle à l'emploi collective. Alors là, c'est la branche qui est souveraine pour identifier les emplois en tension de son secteur, voilà, et qui va du coup mettre en place des appels d'offres pour aller trouver des organismes de formation qui vont délivrer les formations nécessaires pour ces emplois en tension. Pour vous, c'est également, alors au-delà d'être idéalement contributeur à ces décisions en étant proche de votre branche professionnelle ou de votre OPCO, c'est aussi une manière d'aller chercher des personnes qualifiées qui ont été formées sur ces emplois-là à la sortie de ces PEE collectives. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être toujours en relation avec son OPCO pour savoir quand est-ce que les promotions démarrent et surtout quand est-ce qu'elles se terminent pour que vous récupériez des collaborateurs, des nouveaux salariés qui sont formés à vos emplois en tension. Et enfin, il y a la PEI dite collective, c'est-à-dire que sur le dispositif de PEI, vous avez un besoin collectif. Vous avez plusieurs collaborateurs à devoir recruter sur un même poste. Vous allez vous rapprocher de France Travail et de votre OPCO en expliquant que vous avez ce besoin-là. Vous avez la possibilité de choisir votre organisme de formation si c'est le cas, parce que vous l'avez déjà identifié et vous savez qu'il peut former vos futurs collaborateurs sur ce projet. Et vous allez travailler avec France Travail et l'organisme de formation à aller sourcer les bons profils. Voilà. Donc ça, c'est des choses que nous, on mène régulièrement au sein du groupe Igencia pour, par exemple, du retail ou de la grande distribution parce que y a un besoin assez important en volume et on peut arriver à monter des classes dédiées à travers les PEI collectives. À l'issue de la PEI collective, comme de la PEI individuelle. Donc, vous avez l'obligation, bien sûr, de recruter ces personnes-là parce que l'idée, c'est bien sûr le retour à l'emploi et vous devez également vous assurer de leur créer donc un contrat en CDI ou en CDD longue durée depuis 6 mois ou en alternance aussi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire la PEI n'est pas suffisante et derrière, je mets un contrat de professionnalisation à visée convention collective. Et ainsi, vous avez des personnes qui peuvent avoir des formations qui vont jusqu'à 12 mois. La PEI, elle a toujours le même format. C'est 400 heures de formation maximum. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 semaines de stage dans l'entreprise qui permet aussi de tester les personnes avant de les intégrer. Et vous avez des financements qui vont de 5 à 15 euros. Si vous avez des collaborateurs RQTH, c'est supérieur en termes de financement. Voilà. Mais tout ça, c'est des discussions à avoir avec votre OPCO, avec France Travail. Et ce sont de vrais leviers pour aller aussi récupérer du financement. Pour finir, le fameux plan de formation sur mesure. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le législateur a transformé la définition de l'action, enfin la définition légale de l'action de formation en un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Ça veut dire que normalement, toutes les actions de formation doivent avoir un format avec un positionnement amont et un positionnement aval, et surtout l'opportunité d'utiliser des modalités pédagogiques variées. Du présentiel ou du distanciel, le Covid nous a aidé vraiment à développer le distanciel, du synchrone ou de l'asynchrone en termes de formation digitale, des formations dites en salle, c'est-à-dire avec un face-à-face pédagogique avec un intervenant, que ce soit en présentiel ou en distanciel, ou en situation de travail. La FEST est aussi une opportunité nouvelle d'être intégrée dans un parcours pédagogique. L'action de formation telle qu'elle est décrite dans le Code du travail, là, on parle ni apprentissage, on parle pas de VAE et on parle pas de bilan de compétences. On est vraiment sur l'action de développement des compétences. Je vous ai mis un exemple de parcours que nous, on a mené pour un de nos clients partenaires et on voit qu'on arrive à mixer vraiment des dispositifs pédagogiques avec un kick-off de lancement, avec une masterclass inspirante, un workshop en présentiel, des ateliers virtuels. Ce que là, on note pas, c'est un positionnement amont puisqu'on avait décidé de prendre du disque, des modules digitaux, des masterclass, vous voyez, et tout ça permet vraiment de mixer et surtout d'ancrer les compétences pour les collaborateurs. Ça, c'est une vraie opportunité aussi, ce changement en termes d'action de formation. Votre plan de développement des compétences, il va permettre plusieurs choses. Il va permettre bien sûr d'acquérir les compétences nécessaires au poste. On l'a vu, c'est une obligation légale. Vous devez identifier tout ce dont ont besoin les collaborateurs pour bien tenir leur poste.
C'est des mises à niveau collectives ou individuelles, c'est des parcours courts et multimodaux en général, et bien sûr ce fameux positionnement amont et aval. Votre plan de développement des compétences, il peut avoir aussi la vertu de fidéliser les talents. Et là, vous allez inscrire, vous allez présenter, vous allez travailler sur des parcours de formation qui sont en lien avec la GEPP, avec cette fameuse gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Et plus vous aurez cette proximité en termes de lisibilité pour les managers et les collaborateurs des parcours de mobilité et des parcours professionnels au sein de l'entreprise, en lien avec des parcours de formation, plus vous serez dans cette fameuse rétention de talent et vous pourrez donner de la visibilité à chacun sur la carrière qu'il peut avoir au sein de votre structure. Une autre opportunité aussi qui peut être développée au sein de l'entreprise, qui veut transformer son entreprise en entreprise apprenante, c'est aussi la création de communautés de partage. Le digital aide beaucoup à créer ces communautés-là et on se rend compte que finalement, les communautés s'auto-administrent. En fait, on n'a pas toujours besoin d'avoir je pourrais dire un régulateur dans des communautés. Du moment où les règles sont bien expliquées au départ, les communautés arrivent à se développer et à s'auto-alimenter entre elles. Enfin, accompagner la transformation de l'entreprise, ça c'est une obligation du plan de développement des compétences, un investissement dans un nouveau logiciel, une acquisition de structures, un travail sur les valeurs et les postures managériales de l'entreprise. Tout ce qui va être en lien avec une transformation de l'entreprise va devoir être accompagné. Et dans ces cas-là, l'idéal, c'est de co-construire les parcours avec un organisme de formation pour avoir le plus de sur-mesure possible, puisqu'il est lié à un contexte spécifique. C'est d'intégrer des modules internes ou en tout cas la participation à minima de sponsors pour accompagner ces parcours de formation. Intégrer des modules internes parce que si vous êtes sur des éléments ou des compétences qui sont vraiment spécifiques à l'entreprise, il est important que, bien sûr, tout ce qui va être postural, savoir-être, soit plutôt fait par de l'externe, mais que l'interne ait vraiment la mainmise sur ses process, sur ses outils, sur ses savoirs maison, parce que c'est une manière aussi d'être dans cet accompagnement de la transformation de l'entreprise. Et voilà, j'espère que vous garderez en tête le fameux parcours pédagogique parce que l'idée, bien sûr, c'est d'investir sur l'ancrage à moyen terme et plus vous aurez des temps de retour d'expérience où vous refaites venir les personnes en formation pour revenir sur les compétences acquises, plus vous travaillerez sur l'ancrage mémoriel et l'ancrage dans la pratique de ces collaborateurs-là. Donc, le digital learning se prête bien à ça aussi. Mais bon, pareil, il faut que ce soit culturellement bien vécu dans l'entreprise et que vous portiez ça avec des personnes qui animent aussi le LMS. En résumé, dans votre plan de développement des compétences, vous allez pouvoir traiter des problématiques de recrutement, tout le onboarding par exemple. Vous allez pouvoir traiter des problématiques d'adaptation et de maintien des compétences, puisque vous allez également pouvoir aller développer les compétences des collaborateurs dont ils ont besoin sur leur poste de travail. Vous allez travailler au développement des compétences, c'est-à-dire de nouvelles compétences à acquérir. Et vous allez également pouvoir les accompagner dans la reconversion ou la mobilité s'il y a des parcours pour accompagner ces collaborateurs-là. Le CPF, en revanche, lui, il va être soit sur du développement de compétences pour le collaborateur, et si ça a un intérêt pour l'entreprise, c'est important que vous soyez au courant et que vous l'accompagniez. Et il va également aider des collaborateurs dans leur reconversion. Souvent, c'est des dispositifs qui sont mixés avec Transition Pro, par exemple, ou Pôle emploi peut demander également, enfin France Travail, excusez-moi, peut demander également aux collaborateurs d'aller mobiliser, aux demandeurs d'emploi d'aller mobiliser leur CPF pour les financements de la formation. Transition Pro, on va être exclusivement sur la reconversion. Donc, soit vous accompagnez vos collaborateurs dans cette reconversion-là, mais en tout cas, voilà, vous allez donner votre accord puisque c'est une nécessité pour qu'ils puissent avoir les financements. Excusez-moi. La PROA, on est sur du développement des compétences et de la reconversion, puisqu'on est dans l'accompagnement de la mobilité.
Le contrat d'apprentissage, on a vu que ça sert au recrutement, mais également avec le CDI apprentissage à la mobilité. Et le contrat de professionnalisation, c'est pour des enjeux de recrutement. Voilà. Donc, pour finir, ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises doivent systématiquement, si elles veulent avoir un bon retour sur investissement par rapport à leur investissement formation, par rapport à la CUFPA, avoir des dispositifs et une politique claire et affichée sur l'apprentissage et l'alternance dans sa globalité. Il faut également que l'entreprise ait affiché une politique claire également sur l'accompagnement du CPF. Qu'est-ce que vous décidez si un collaborateur vient vous voir pour un cofinancement en CPF? Est-ce que du coup, vous êtes d'accord pour abonder ou lui laisser la possibilité de le faire sur le temps de travail? Donc ça, c'est sur le dispositif CPF, puisque c'est quand même un dispositif où il y a pas mal d'argent. Quelle stratégie vous décidez de mettre en place sur les recrutements, vos futurs recrutés? Est-ce que vous allez également mobiliser France Travail et les dispositifs de préparation opérationnelle à l'emploi? Autre opportunité de retour sur investissement de votre CUFPA. Et enfin, travailler bien sûr sur des parcours qui peuvent être diplômants certifiants pour les salariés en interne, pour les aider à monter en compétences, à développer leur employabilité et à les fidéliser. Et pour ça, vous avez vu, il y a des dispositifs également de financement qui sont intéressants. La PROA, si vous arrivez à être sur les bons niveaux de formation des collaborateurs, ou le CDI apprentissage, qui est vraiment une opportunité, idéalement pour les moins de 29 ans, mais on a vu qu'on arrivait quand même à former des salariés qui étaient un peu plus âgés. En tout cas, voilà, donc vous avez tous ces leviers-là, ces dispositifs-là. Au sein d'Igencia et donc de la formation continue, on mène avec un certain nombre de nos clients des parcours comme ça qui sont diplômants, qualifiants, avisés, conventions collectives, également les préparations opérationnelles à l'emploi avec France Travail. On a également des parcours sur mesure qui sont là plutôt pour accompagner les développements des compétences des collaborateurs. Ce qui est le plus important pour vous, en tout cas en tant qu'entreprise et en tant que responsable formation, c'est d'aller chercher les organismes qui vont vous aider à travailler sur du sur-mesure et adapter complètement les contenus de formation à vos enjeux d'entreprise. Petit bémol, quand on est sur du diplômant, on a cette latitude-là, mais on est limité puisqu'on a quand même un référentiel académique à suivre. Pour autant, sur 10-15% du contenu, on a la possibilité de faire du sur-mesure, éventuellement d'introduire des formateurs internes de l'entreprise. Et tout ça, c'est des choses que l'on doit co-construire avec l'entreprise. Je vais maintenant me tourner vers le chat pour voir donc si il y a des questions qui ont été posées par les différents participants. Ce webinaire, bien sûr, est enregistré. Vous avez la possibilité de retrouver comment je pourrais dire, l'enregistrement, les slides qui ont été proposés. Alors, attendez, je n'arrive pas à me mettre sur le chat, ce qui est un peu ennuyeux. Voilà, chat des participants. Alors, est-ce que nous avons des petites questions spécifiques? Alors, pour l'instant, le législateur n'a pas prévu d'arrêter la PROA, même si je suis d'accord avec vous, Camille, nous avons quand même un déficit d'utilisation de ce dispositif-là. Ça, c'est clair. Le CDI apprentissage peut répondre pour partie, mais vous avez vu qu'il y a une limite d'âge et que du coup, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir satisfaire l'ensemble de vos salariés avec le dispositif de CDI apprentissage. Sur les classes dédiées, est-ce une forme de CFA hors les murs? Pas tout le temps. Vous pouvez faire des classes dédiées en contrat de professionnalisation. Vous n'avez pas besoin d'avoir une structure en CFA. Et même, vous pouvez avoir des classes dédiées en apprentissage sans pour autant être sur un CFA hors les murs. Vous pouvez travailler avec un organisme de formation, enfin pour la peine une école, qui va vous permettre, excusez-moi, de pouvoir monter ces classes dédiées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Non, mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, on a encore quelques minutes ensemble pour pouvoir répondre à vos questions.
J'espère que vous aurez identifié d'autres opportunités pour augmenter votre capacité de financement de vos projets de formation à travers cette présentation. C'est vraiment l'enjeu. Et bien sûr, de vous rapprocher de votre opérateur de compétences pour identifier toutes ces opportunités-là. Bon, écoutez, il n'y a pas de nouvelles questions. J'espère que ce webinaire vous aura éclairé. Nous aurons un prochain webinaire au sein du groupe Igencia Éducation sur la semaine de 4 jours, qui se veut un peu provocateur, mais où on va pouvoir vous présenter avec un intervenant spécialiste des expériences d'entreprise qui ont fonctionné. Voilà, et pourquoi pas se poser aussi ces questions-là au moment où on réfléchit à des nouvelles formes de travail. Donc ça, je pense que c'est important. Ah, Mathieu me dit que dans mon oreillette qu'il y a une nouvelle question. Oula, oui. Pourquoi avons-nous un minimum à dépenser dans le cadre de la formation? Alors, je pense pas qu'on a un minimum à dépenser. On a un minimum à verser. Ça, c'est une obligation. On n'a pas un minimum à dépenser. En revanche, je pense que c'est clairement, Leslie, une façon aussi de parler de son entreprise, de faire du marketing, voilà, c'est du marketing RH, c'est de valoriser l'investissement formation qu'a l'entreprise sur ses collaborateurs. C'est une manière de retenir ses collaborateurs et également d'en attirer des nouveaux. Donc, clairement, c'est un levier pour moi que l'entreprise sur laquelle l'entreprise doit communiquer parce que l'investissement formation, c'est une vraie nécessité. Il n'y a pas une obligation de dépenser un minimum. Hein. Vous êtes obligé de verser, mais après, vous n'avez pas une obligation d'augmenter ce versement-là avec un budget de formation. En revanche, si vous ne mettez pas plus d'argent sur la table, vous ne pourrez pas faire grand-chose en termes de développement de formation. Et le rôle du CSE, le rôle du CSE, c'est de vous challenger, de s'assurer que les collaborateurs ont bien sûr les formations qui sont nécessaires pour bien faire leur travail, parce que ça, c'est une obligation légale. Le législateur oblige les employeurs à mettre à niveau leurs collaborateurs. Quand je dis ça, c'est que un collaborateur peut attaquer son employeur en prud'homme s'il a été licencié pour incompétence, s'il prouve qu'il n'a eu aucune formation pour l'aider à maîtriser son poste. Donc, voilà, il y a quand même un enjeu autour de ça. Et puis, le CSE, c'est un peu le gardien du temple pour s'assurer que l'entreprise va rester compétitive. Et la compétitivité, elle passe par un bon niveau de compétence des collaborateurs. J'espère, Betty, avoir répondu à vos questions. Je regarde juste si depuis... je pense qu'on est bon. À 4 messages non lus. Pourquoi ces messages non lus? Non, je pense qu'on est bon. Oui, on est bon. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous si vous êtes intéressé donc à notre prochain webinaire fin janvier sur la semaine de 4 jours avec Francis Boyer. Et je vous dis à très bientôt sur nos webinaires que l'on monte régulièrement chez Igencia Éducation. N'hésitez pas également à nous contacter si vous avez des besoins spécifiques en formation pour que l'on puisse vous conseiller et vous accompagner au mieux. À très bientôt. Au revoir.